ces élections, nous déroulons un programme vaste appelé Sunu Élection. C'est un programme qui s'adosse sur 3 composantes. La première composante, c'est la composante éducation citoyenne, mobilisation citoyenne, donc, qui a pour objet de contribuer à accroître le taux de participation à l'élection présidentielle. Vous savez que les taux de participation à l'élection présidentielle ont en moyenne été très faibles, 51-52%. Et nous avons pensé que nous pouvons contribuer à faire accroître le taux de participation jusqu'à plus de 80%. Et c'est un défi que nous sommes en train de vouloir relever avec, bien entendu, les partenaires comme le ministère. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons mobilisé, au moment où je parle, 5000 relais citoyens dans le cadre d'une campagne Samabat. Ces relais, aujourd'hui, sont en train de mobiliser les électeurs pour qu'ils aillent retirer leur carte et feront le nécessaire pour qu'ils aillent voter. Ça, c'est un aspect. Mais au-delà de ça, de cette campagne de proximité à travers la campagne Samabat, à travers la mobilisation de 5000 relais, chaque relais a pour objectif d'enrôler 300 électeurs. Et ce qui fait à peu près 1,5 million d'électeurs qui vont aller retirer leur carte du fait de notre sensibilisation, du fait de notre action. Au-delà de cette campagne, il y a toute une série d'activités de proximité comme les caravanes. Au niveau de chaque département, nous organisons au moins une dizaine de caravanes, au moins 20 forats avec une désagrégation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Nous avons fait au niveau de chaque département des forats avec les personnes handicapées, des forats avec les jeunes et des forats avec les femmes. Et dans ce cadre, nous avons un partenariat avec le Forum Handicap Éduc, qui est une organisation de personnes vivant avec un handicap, l'association AGET, l'association des jeunes, l'association Banlieue et d'autres organisations de jeunes, mais aussi avec le réseau Siggil Jigéen, ce qui fait que nous allons organiser au moins 300 forats au niveau des départements et au niveau des villages pour inciter les jeunes à aller retirer leur carte, mais aussi à aller voter. Ça, c'est la campagne de proximité. Mais au-delà de la campagne de proximité, il y a la campagne mass média que vous êtes en train de suivre certainement. Vous voyez qu'à travers la presse, nous mettons en œuvre une forte campagne de sensibilisation, d'abord sur le parrainage, mais ensuite sur comment voter, comment retirer le carte en cas de perte de sa carte d'électeur. Ça, vous avez déjà suivi au niveau des médias. Avec une télé de la place, on a un partenariat de ça avec les radios communautaires. On a signé avec URAC qui fait un excellent travail de sensibilisation parce qu'on a signé avec URAC également qui est en train, dans les langues nationales, de mobiliser les électeurs pour aller retirer leur carte et pour aller voter. On a également sur les réseaux sociaux une stratégie incitant les citoyens à suivre un peu toutes les informations liées à la campagne. C'est dire que dans le cadre de la première composante, nous sommes en train de déployer une forte campagne de communication incitant les citoyens à aller retirer leur carte et à aller voter. Ben, il y a au-delà de ça le volet observation électorale. Vous savez, nous allons mobiliser 3000 observateurs. Les observateurs, l'intérêt, c'est qu'ils vont travailler à non seulement faire le monitoring de la violence, le monitoring de la corruption, mais le monitoring des médias. Et le jour J, faire ce qu'on appelle l'observation au niveau des bureaux de vote pour nous donner les informations sur le déroulement du vote. Et le jour J, on va mettre en place ce qu'on appelle une situation room, un village électoral, avec l'ensemble des personnalités de la société civile pour que les observateurs nous donnent les informations au niveau de la base, au niveau des bureaux de vote, s'il y a des dysfonctionnements, qu'on puisse saisir qui de droit pour corriger. Voilà un peu ce que nous sommes en train de développer comme stratégie. Et au-delà de ces 2 composantes, il y a maintenant ce qu'on appelle la composante appui au secteur de la justice avec le partenariat que nous avons avec l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, et sommes en train de dérouler les activités de renforcement de capacité des magistrats sur la chose électorale. Donc voilà grosso modo ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ces élections, sans oublier maintenant tout ce que nous avons déjà fait dans le cadre de la médiation électorale, dans le cadre de l'observation au niveau du Conseil constitutionnel, où nous avons essayé de contribuer à rendre les choses beaucoup plus transparentes au niveau du Conseil constitutionnel. Nous considérons que l'opposition est dans son rôle. Une opposition, si elle n'est pas d'accord, elle peut manifester. Et je crois que le droit à la manifestation, c'est un droit consacré. Nous, ce qui nous intéresse dans tout cela, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est que ce soit des manifestations paisibles.
que ce soit des manifestations dans la paix, que ce ne soit pas les citoyens sénégalais, la population, qui soient les victimes de ces manifestations. Je pense que l'opposition est dans son rôle quand elle manifeste. Je crois que l'État doit même autoriser les manifestations. Quand une opposition n'est pas contente, elle peut manifester, mais pas dans la violence, parce que nous en tant qu'acteurs civils, nous ne sommes pas pour la violence. Nous pensons que les problèmes peuvent se régler sans la violence. Et ça, nous faisons appel au sens de la responsabilité, aussi bien de l'opposition que de l'État, qui doit encadrer ces manifestations. Parce que je crois que l'État doit pouvoir autoriser des manifestations de l'opposition et les encadrer, de sorte que ce soit des manifestations sans violence, des manifestations paisibles. Les dernières informations que nous avons au niveau de la remontée des informations, si on fait le rapport, on a au moins presque 300 000 électeurs enrôlés dans le cadre de ce processus-là. Le dernier monitoring qu'on a fait nous donne 300 000 déjà enrôlés. Entre le 20 décembre à aujourd'hui, ça fait presque un mois. À ce rythme, je crois que nous allons pouvoir atteindre notre objectif d'atteindre 1 million d'électeurs, peut-être d'ici le 24, 1 million à 1,5 million d'ici le 24 février. C'est ça notre objectif. Et je crois que les cartes sont en train d'être retirées. Et on peut encore faire davantage d'efforts et nous allons continuer à faire les efforts qu'il faut. Oui, on a pu déceler beaucoup de manquements. Quand on a fini l'observation, on a dit qu'il y a des points forts qu'on a décelés comme constat. Il y a déjà le fait que le Conseil, comme point fort, le fait que le Conseil, pour la première fois, s'ouvre aux candidats et à la société civile. Ça, c'est à encourager et à saluer. Ça n'a jamais été imaginé au Sénégal parce que les juges constitutionnels s'enfermaient dans un mur de silence et ne communiquaient pas. Donc on a salué cela, on a salué le fait que aussi les opérations soient conformes avec la décision que le Conseil constitutionnel a sortie le 23 novembre. Ça, on a dit cela, on a aussi salué le fait que les candidats au niveau de la salle où les choses se déroulaient étaient traités de la même manière. Ça, c'est ce qu'on a vu et constaté, on ne peut pas dire autre chose. Maintenant, il y a eu des limites pour le parrainage. Les limites, on en a cité quelques-unes. C'est d'abord la réglementation sur l'ordre de dépôt, parce que ça a donné lieu à des bousculades et de la violence. Je crois qu'on peut revoir la réglementation sur l'ordre de dépôt. Ensuite, il y a les doublons. Les doublons, c'est une injustice à mon avis, parce que les doublons n'ont pas été traités sur la base du premier parrainé, mais sur la base du premier qui a eu à déposer. Tu peux me parrainer ton collègue, mais du fait que tu peux me parrainer en premier lieu et parrainer ton collègue, mais ton collègue peut déposer en premier lieu que moi je perds le parrainage. Le doublon, pour moi, c'est une injustice qu'il faut réparer. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de rejets dus aux erreurs matérielles, et ça aussi on pouvait les éviter si on avait une plateforme pour les candidats, pour intégrer directement leur parrainage et voir les erreurs et corriger. Parce que l'idée, ce n'était pas d'invalider des candidats, l'idée c'était de justifier la légitimité populaire du candidat. Donc on pouvait ne pas considérer les erreurs matérielles, on pouvait considérer le nom s'il était conforme et que avec le numéro de la carte d'électeur, je crois qu'on pouvait laisser passer le parrainage. Mais ici, on a pris plusieurs champs. Il y a eu le nom, le prénom, la région de vote, la date de naissance, beaucoup de champs qui, pour chaque champ, avec une erreur, même la plus petite erreur, aboutissait au rejet du parrainage. Ça aussi, on a dit c'est une faiblesse, parce que l'idée, c'était vraiment de justifier qu'on a une légitimité populaire. Et ça aussi, on l'a dénoncé. L'autre aspect, c'est que aussi, comme limite de cette loi, nous pensons que ça n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et en démocratie, au Sénégal, c'est une bonne pratique que des lois aussi importantes puissent faire l'objet d'un minimum de consensus, ce qui n'a pas été le cas. Tous les candidats avaient les procès-verbaux. Même avant de sortir de la salle, ils avaient le procès-verbal. En tout cas, là où on était, tous les candidats ou mandataires voyaient les choses se dérouler devant eux. C'est pourquoi nous, on n'a pas pu dire que bon, ce n'était pas transparent.
Et tu vois, un peu, toujours, on attend de la société civile de dire que ça ne s'est pas bien passé, c'était nébuleux, etc. Mais ça aussi, c'est faire preuve de malhonnêteté. Quand les choses se passent comme tu crois que ça devrait se passer, il faut avoir le courage de le dire sans vouloir toujours plaire aux candidats de l'opposition. Moi, je ne dirais pas des choses que je ne crois pas. Et je pense que les procès-verbaux ont été délivrés séance tenante. Les candidats, avant de sortir, savaient à quoi s'en tenir. On ne leur donnait pas les procès-verbaux, mais ils pouvaient constater devant l'écran le procès-verbal. Et je crois que, bon, ça, ce n'est pas un problème à mon avis. Le problème, c'est peut-être les champs, ça veut dire avec lesquels on a paramétré pour faire les rejets. Il y en avait beaucoup et je crois qu'on pouvait les limiter. Il y a aussi qu'il y a beaucoup de candidats qui n'avaient pas lu la décision du Conseil constitutionnel, qui ne maîtrisaient pas comment la vérification allait se faire. Mais je pense que ça aussi, c'est la moindre des choses. Quand on aspire à diriger un pays, quand on est membre d'une compétition, il faut aussi essayer de maîtriser la réglementation. Mais on a vu qu'il y a des candidats qui ne maîtrisaient pas même, en tout cas les représentants des candidats, peut-être pas les candidats, les mandataires, qui n'étaient même pas au courant de la décision du Conseil constitutionnel. Ça, c'est impardonnable. Mais l'un dans l'autre, il faut dire que cette loi-là aussi comporte beaucoup de faiblesses. Il faut l'améliorer, surtout qu'on va vers les locales. Les locales vont être beaucoup plus compliquées si on doit... Les recommandations que nous avons faites, c'est lié aux faiblesses que nous avons constatées dans le processus. La première recommandation, c'est d'abord qu'on ouvre des discussions sur le parrainage si on doit le maintenir. Parce que c'est une loi qui n'a pas fait l'objet de consensus. La deuxième chose, c'est que si on doit maintenir le parrainage, on doit se donner les moyens de le réussir. N'est-ce pas? C'est avoir une plateforme technologique qui permet que les candidats puissent constater leurs erreurs matérielles le cas échéant. L'autre recommandation, c'est vraiment d'ouvrir de larges concertations autour de la question du parrainage. Enfin, la dernière recommandation qu'on a faite dans le cadre de ce programme-là, c'est toujours dans le sens d'améliorer la loi, hein. C'est faire en sorte que la réglementation sur le nombre de l'ordre de dépôt, tout ça, et tout ça s'en donne l'ordre d'une recommandation globale et transversale, la révision de cette loi après une évaluation. Je crois qu'il faut évaluer cette loi-là, en tirer toutes les leçons et les corrections nécessaires apportées dans le cadre de sa mise en œuvre si on doit continuer à... Non, moi je pense que le président de la République, il continue d'être présent jusqu'après les élections. On ne peut pas être présent et que les activités s'arrêtent. Non, je pense que ça a été toujours un problème, hein. On a toujours l'opposition qui le dit aujourd'hui. Ils étaient au pouvoir, mais il continue, le président Abdoulaye Wade continue ses activités, le président Diouf continue, parce qu'on ne peut pas arrêter aussi la marche de ce pays, parce qu'il y a campagne électorale. Maintenant, peut-être qu'il peut faire ses inaugurations comme il est en train de le faire, mais que ce soit traité par la presse de façon vraiment très professionnelle, qui entre dans le cadre des activités de l'État. Je crois que la loi sur le CNRA, d'ailleurs, doit être révisée, parce que c'est une loi qui n'est pas adaptée aux réalités de terrain. Je crois qu'un président de la République, parce que là, avant lui, il y avait des présidents, mais qui continuaient de conduire leur activité présidentielle, que ce soit Wade, que ce soit Diouf. Mais donc, on ne peut pas dire au président de la République, il faut arrêter toutes choses et se consacrer juste à la campagne. On n'est pas encore à la campagne électorale, il doit pouvoir continuer à travailler, le payer pour recevoir un salaire du mois de janvier. Il doit continuer à faire ses exercices présidentiels. Maintenant, c'est le traitement qui ne doit pas être sous forme de propagande. C'est la propagande qu'il faut éviter. Mais qu'il soit président, qu'il continue à faire ses activités, c'est normal. Qu'il soit protégé aussi en tant que président et candidat, c'est normal. Je crois que ça, vraiment, c'est maintenant le traitement que la presse doit faire de ces activités-là qui doit être revu, qui ne doit pas être revu sous forme de propagande, mais qui doit être traité sous forme d'une activité présidentielle, et rien que cela qui entre dans le cadre des activités normales. L'élection, c'est un programme sur 20 mois qui couvre la présidentielle et les locales. Donc c'est un programme qui va jusqu'au mois d'avril 2020. Donc c'est un programme qui couvre toute la période électorale, présidentielle et post-électorale et pré-électorale locale.
Et donc les relais vont continuer à faire ce travail. Le message que je lance aux populations de la banlieue, c'est de ne jamais accepter d'être utilisé comme disons, d'être utilisé dans le cadre des procès électoraux. Je crois que la banlieue a toujours fait montre d'une certaine vigilance. Et je lance un appel pour que la banlieue continue à exercer cette pression qu'elle a toujours exercée sur nos acteurs politiques afin qu'on leur présente des programmes de société, des projets de société et que leur choix prenne en charge des candidats en mesure de régler leurs problèmes. Je crois qu'il faut taire les querelles et essayer de mettre en avant l'intérêt de la banlieue et imposer aux candidats de faire des offres politiques prenant en charge leurs préoccupations quotidiennes. Parce qu'on sait qu'au niveau de la banlieue, il y a énormément de problèmes. Que ce soit des choix vraiment éclairés sur la base d'offres politiques valables, plutôt qu'au niveau de la banlieue, qu'on nous manipule, qu'on essaie de nous mettre les uns contre les autres. Je crois que c'est le message fort et que la campagne se passe dans la paix et dans la concorde parce que c'est une compétition, elle peut être saine.